le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 6 novembre 2020. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. On vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Ce matin, en compagnie du docteur Benachnou, nous allons revenir encore une fois sur cette conjoncture sanitaire liée donc à la propagation du Covid-19. La situation aujourd'hui est alarmante. Dans quelques wilayas d'Algérie, il y a quelques soucis quand même par rapport à la prise en charge des malades, par rapport à l'oxygénation. Voilà, nous en parlons en compagnie du docteur Fethi Benachnou. Nous nous intéressons ce matin également, toujours dans ce registre de l'impact du Covid-19, puisque cette conjoncture, cette pandémie a impacté tous les secteurs donc, de la société, particulièrement le secteur économique et le secteur du tourisme. Nous allons nous intéresser ce matin. Alors, dans notre émission également pour le menu de cette matinée aussi, le costume algérien à l'honneur. Nous aurons un styliste parmi nous qui reviendra sur le costume algérien. Nous terminerons l'émission comme chaque vendredi en compagnie de Massilias. Massilias, cette fois-ci, nous emmène du côté de la préhistoire, environ 18 000 ans avant notre ère, pour nous faire connaître et faire connaissance avec l'homme d'Afalou ou Mishtal Arbi. Donc c'est l'homme qui a été découvert du côté de Béjaïa. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Aujourd'hui, il y a eu quand même un temps très automnier finalement. Très lourd aussi. Très lourd aussi. Très lourd. Oui. Beaucoup d'humidité. Beaucoup d'humidité, il faisait vraiment frais. Alors, on Chaud sent des la fois. saison. On sent la commence saison. à la sentir. Oui, Voilà, effectivement. Un peu plus de détails? Oui. On y va? Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, cette début de matinée, on notera de la brume, des nuages bas, un temps plutôt lourd sur l'ensemble des régions côtières, et puis un ciel plutôt voilé. À partir de l'après-midi, voilé également sur les régions intérieures, avec des vents assez forts, jusqu'à 50 km/h, vers les côtes ouest et centre, sur la partie sud. Un ciel plutôt nuageux sur la Saoura, le sud-ouest avec possibilité de quelques pluies éparses, un ciel voilé. Sur le nord Sahara, le Sahara central, les oasis et le Sahara oriental, on notera de fréquents soulèvements de sable, notamment sur l'extrême sud, le Sahara central, le Sahara oriental, ainsi que sur les régions intérieures, ouest et centre. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 21 degrés du côté de Djelfa, 26 à Betna, 27 degrés à Constantine, on notera 27 également à Gardaya, 28 degrés à Hassim Saoud, 29 à Ilizi, 27 à Tamarasset et Janet, et enfin 35 degrés, ce sera la maximale à Darar. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer plutôt agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 40 et 50 km/h à l'ouest et à l'est du pays, entre 20 et 40 km/h sur la partie centre. Place tout de suite à l'Asie. Pour aujourd'hui, eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Bangkok, encore Singapour. On notera des pluies assez marquées à Jakarta. Un ciel dégagé à Pékin, nuageux à Tokyo. Côté Mercure, on notera 32 degrés à Manille, 28 à Hong Kong, 33 degrés à Bangkok, 32 à Singapour, 32 également à Jakarta et enfin 19 degrés à Pékin. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Finalement, Mina, c'est pas encore le moment pour les doudounes, hein, 28 non, degrés. non. Ça va se réchauffer finalement durant la journée. Il fera chaud. Il fera chaud. Plutôt chaud, oui. Voilà, Tout très à bien. fait. Mais merci beaucoup, Mina, Merci pour tous ces détails. On vous retrouvera tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi. Exactement. 19h aussi. Tout à fait. Et demain. Et demain. Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Mina. Merci on à vous souhaite vous. une excellente journée. Et on continue le programme. Cette fois-ci, ce sera une pause musicale que nous vous proposons en compagnie de Djemal Laroussi, lui qui fait une très belle reprise du regretté Gerwabi.
وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا خليك يا اللايم وعلاش تلومني في حالي لو اختيعات غرامي تبكي على بكايا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا الغرام حبت جوفي وقدات في دخالي الصحد والجفا والهجرة ردفوا عليا سلطان الهوى عمدني وعزم على قتالي سلسيف ودعاني بعتو اسد بيا سيوف ماضية وزارق ومحاد حاضري ميلي نسلم ومضيعي ذا عليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا شكوى غاب وقوالي حاج الغرام يا ناس وبضعت الجافية عليا سيف الغرام قسم قلبي والغير ما درالي لا طبيب فادني ولا طلبة دبروا عليا نشيد الفقيه نعيد له كل ما جرالي قال لي عشق الريم هذاك علاش جيت ليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي نعيد له يستغرب فيما صار بيا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا ويخبي لي يا متوالي حتى يشبوي بتفوت ايام وخطيه اللي ما زهد الدنيا من الروح خالي مقلبهم يحرد ويجي الالف العشيه والمسلوان في الدنيا رزق وحلالي واذا يتوب الله ربي غفار كل سيه الله يا اهلي يقدروني وسعفوا بالي العشاق يسمعوني رحموا عليا العشاق يسمعوني رحموا عليا كيفاش حيلتي يا ناسي وش هو عملي واللي نعيد له يستغرب فيما صار بيا كيفاش حيلتي. Et voilà, très belle chanson de Djamel Larossi, une belle reprise donc du regretté El Hadj Hachmi Guerwabi. Et à présent, Dr Benachno est parmi nous. Dr Fethi Benachno, bonjour. Bonjour. J'apprends vite la leçon. Oui, bon élève et bonne enseignante à ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça c'est pas moi qui peux le dire en tout cas. On m'a dit. Tant mieux, ben, c'est tant mieux, ça encourage. Ça va docteur? Ça va. Alhamdulillah. Docteur, aujourd'hui on va parler d'un sujet quand même qui nous paraît très anodin parce que ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose qu'on fait de façon j'ai envie de dire inconsciente. Et pourtant, le fait de porter un masque, le fait d'avoir le nez bouché comme moi ce matin, eh ben, ça change finalement toute notre vue vis-à-vis de cette denrée, vis-à-vis de de don de la nature qui est l'oxygène. Oui, je dois dire d'abord bonjour. Je dois dire que le sujet, le thème d'aujourd'hui a été choisi par Amel Elmi. Elle me l'a proposé. Moi, j'étais branché sur autre chose. Je le dis, on n'a pas... moi, il faut qu'on parle un jour du cancer de la prostate qui commence. Mais elle m'a proposé l'oxygène et l'oxygénation. Vu la conjoncture actuelle, oui. Justement. Et pourquoi c'est pertinent? Je crois que quand on veut sensibiliser la population
On veut transmettre, par exemple, les gestes barrières, tout ça, surtout le masque. Je crois qu'il faut faire une différence entre la population, c'est pas tous des profs de médecine ou des médecins eux-mêmes. Non, la population n'est pas formée pour ça. Un menuisier, un coiffeur, un kiné, non. Ce qui est important, c'est d'utiliser les choses à leur base, au départ. Il ne faut pas avoir un discours de congrès médical. Non, il faut expliquer l'oxygène. Et c'est pour ça que je remercie Amel Elmi pour ça. Non, je crois qu'elle a été très, très pointue en matière de communication et de sensibilisation de la population. L'oxygène, c'est quoi? L'oxygène, eh ben, c'est très simple. On peut dire à celui ou celle qui nous voit d'arrêter de respirer 5 minutes. Elle va étouffer. Ça, c'est fondamental. C'est la vie. La vie, si on ne respire pas, si on n'absorbe pas de l'oxygène, on meurt. Et qu'est-ce que ça veut dire l'oxygène? C'est quoi ce que dire? On dit que c'est un gaz. Un gaz, oui, qui est partout. Qui est partout, qui nous est donné, alhamdoulilah, gratuitement. Oui. On ne paye pas, il n'y a pas un compteur qui... Parce que c'est un élément fondamental, vital dans le sens lié à la vie. Hadi wahda. Deuxièmement, il y a celui qui traite, c'est comme dans une usine, celui qui traite cet oxygène, c'est l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, et on est très à l'aise, c'est très simple aussi avoir un langage basique. Maintenant, on est en automne, les arbres sont dépouillés de leur feuillage. Donc c'est un squelette avec ramification. On a du tronc qui est épais jusqu'à la plus petite branchette, là, très très fine. C'est la même chose. Nos poumons, c'est eux qui sont chargés de traiter. On absorbe par le nez et par la bouche. Préférentiellement, on l'absorbe par le nez. Il faut respirer par le nez. C'est ce qu'on appelle inspirer. Respirer, c'est inspirer. L'oxygène de l'air va cheminer à travers le tractus respiratoire et ça va, c'est comme un arbre du plus gros tronc jusqu'à ce qu'on appelle les branchioles. Le terminal des branchioles, le terminal, c'est comme les doigts, le bout des doigts. Le bout des doigts, dans les poumons, il est apte, sa fonction, c'est d'extraire. Quand arrive l'oxygène, lui, il le fait passer dans le sang. Et là, entre la circulation sanguine, où c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène, voilà, c'est tout ça, qui transportent les globules rouges, qui transportent l'oxygène vers ce qu'on appelle les organes au pluriel. Le plus petit poil qu'on a au niveau de la main doit recevoir et le sang se répartit dans tout le corps. Quand il y a... là, tout le système doit être clair, net et précis. Mais quand il y a des atteintes par la pollution, par la cigarette, par différents produits, on peut avoir une atteinte de l'appareil respiratoire qui ne remplira plus sa fonction qui est de transporter l'oxygène. Et là, on aura un problème d'oxygénation. C'est-à-dire que les organes et le corps ont un problème d'oxygénation, parfois au moment de la naissance, parce que le bébé qui vient de naître, le fœtus qui vient de naître, le nouveau-né, ne reçoit pas l'oxygène très vite. Tout de suite, il y a une destruction des cellules cérébrales et on a les IMC. Vous voyez que c'est important. L'oxygénation ne doit pas être coupée, même pas une demi-seconde, parce que ça a des conséquences. Quand je montrais le bout des doigts, le virus, le Covid-19, il a cette propension à boucher. Vous savez comment on bouche? Comment on dit? Un dé à coudre. Oui. Le dé à coudre, il ferme le bout de ces bronchioles par où passe l'échange gazeux. Qu'est-ce qu'on a? Un problème d'absence d'oxygénation. L'oxygène n'est plus traité. Donc, il va falloir éviter d'avoir le Covid, ça c'est important, pour laisser la voie libre. Mais quand elle est là, on passe tout de suite en réanimation et le geste
essentiel, c'est l'oxygénation L'oxygénation. par ce qu'on appelle dans les salles de réanimation parce que la personne meurt étouffée. Plus compliqué que ça, c'est diabolique ce Covid-19, il a une fonction destructrice sur le sang, il coagule le sang. Je vous ai dit que c'est le sang qui transporte l'oxygène. Lui, il bouche l'apport d'oxygène et il coagule le sang. Donc et il vraiment, crève les pneus de la voiture. Donc ce qui fait qu'il y a un truc. donc Et c'est là, un il faut double impact négatif finalement. Donc il mortel. attaque carrément. mortel carrément. Donc là, il faut tout de suite transporter la personne vraiment atteinte de Covid avec asphyxie, parce qu'un des premiers signes, c'est voilà, sang entrant riche en oxygène, en rouge, et le sang qui sort, parce que c'est un système, on absorbe l'oxygène et on rejette le gaz carbonique. Gaz carbonique, oui. Et là, tout, surtout les muscles, surtout les poumons, le cœur, ça c'est très important, il a besoin d'oxygène. Un infarctus du myocarde, c'est une partie du cœur qui ne reçoit plus d'oxygène. Donc vous voyez que l'absence d'oxygénation est fondamentale. Ensuite, le Covid, il faut transporter les gens qui sont en état de détresse respiratoire, c'est-à-dire qu'ils ne respirent pas, il faut les faire respirer grâce aux machines. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la saturation en oxygène. Ce n'est pas brancher un tuyau d'oxygène et puis non. Quel est le type de résistance, quelle est la portion qui est atteinte, quelle est la quantité et surtout, il y a de l'oxygène et surtout la pression avec laquelle et la quantité. Il y a la qualité et la quantité. La quantité d'oxygène, elle s'évalue, c'est des calculs, je ne vais pas en parler ici, mais regardez là, c'est quelqu'un qui a perdu la fonction d'oxygénation. Ça, c'est une intubation, docteur. C'est quoi une intubation? C'est un tuyau. Puisqu'on ne peut pas utiliser les narines, le nez, on va brancher un tuyau, c'est comme un tuyau d'eau. L'eau, on ramène du robinet, c'est aussi basique que ça, on la ramène du robinet jusqu'à l'endroit où on veut arroser. Et là, il est branché, regardez, en bas, c'est un extracteur ou un producteur, si vous voulez, d'oxygène que l'on envoie directement au niveau du... Et ça, selon des normes, ça c'est pas des machines, mais c'est de la folie, tout ça c'est des normes très strictes. Il y a même des appareils qui eux-mêmes se règlent la quantité d'oxygène, évidemment sous la direction de l'être humain, c'est-à-dire du réanimateur. Et ça, c'est important. Vous voyez que ce type d'appareil, voilà, molécule d'oxygène, et ça, on peut connaître. Je vous ai dit qu'il y a la saturation d'oxygène. Ce n'est pas de l'oxygène au khalas. Il y a une certaine quantité dont le corps a besoin et des appareils comme ça vous disent est-ce que vous êtes en deçà, à quel niveau de la présence d'oxygène au niveau de votre circulation sanguine. Pourquoi on le met au bout du doigt? Parce qu'il y a des capillaires, il y a je vais parler de circulation sanguine, les tuyaux, les artères et tout ça. Les artérioles, tout ça arrive et on voit à quel niveau vous êtes. Et cette saturation ou bien absence de saturation, elle est calculée et c'est à partir de là qu'on prend des décisions. Mais ça, ce n'est pas uniquement pour le Covid-19. Vous avez par exemple les asthmatiques. Alors, une étape extrêmement dangereuse, c'est l'état de mal asthmatique. C'est quand une personne asthmatique fait 3 ou 4 crises, on appelle ça en rafale, l'une après l'autre. Donc, il peut arriver ce qu'on appelle un état de mal asthmatique, il est complètement bloqué, et il y a ce qu'on appelle les caissons à oxygène. Voilà, je remercie sincèrement la régie parce qu'elle a choisi les thèmes très importants. Un asthmatique, pardon. C'est encore Amal Almi, on me dit que c'est encore Amal Almi qui a choisi toutes ces photos. Chapeau. Voilà. Il y a une chose, quand j'oublie, en dehors du Covid, il y a ce qu'on appelle les BPCO. Ça, c'est la cigarette ou bien un travail qui détruit le poumon. Le poumon perd sa fonction, comme je l'ai dit, d'oxygénation. Et ça, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Regardez, il y a la notion d'obstruction, c'est-à-dire que l'oxygène n'arrive pas à irriguer le corps. Eh bien, ces BPCO, parfois, très souvent, il faut qu'ils se baladent
avec un obus, un mini-obus d'oxygène, Oui. où, vous savez, j'ai vu des gens qui ne peuvent même pas se lever de leur lit, aller à, comment on appelle ça, commode de nuit pour aller prendre quelque chose. C'est comme s'ils avaient couru 10 km. Donc, il faut tout de suite qu'ils se baladent avec ces choses. Voilà. Docteur, toujours, donc là, on a parlé d'oxygénation, on a parlé d'intubation, mais là, c'est vraiment dans un cas plutôt critique. Et là, vraiment, quand on est dans une détresse respiratoire, il faut aller avoir donc recours aux hôpitaux. Qu'en est-il, C'est comme docteur? le montre les Voilà. images. Ouais. Qu'en est-il, docteur, par exemple, des aérosols? C'est-à-dire Les aérosols, les petits appareils qu'on met généralement pour, Oui, pour aider les patients à dilater les branches ou quelque chose là, comme ça. il faut qu'on revienne un jour. Moi, je crois que vous avez très bien fait. Vous êtes aussi comme Amel Elmi. Non, c'est très important. Je crois que il faut... je suis fier de faire partie de Canal Algérie. On est aussi tout fiers de vous avoir parmi nous, docteur. Dans le sens où vous allez, vous faites des interventions pointues, dans le sens où, pour éduquer la population, pour qu'il y ait une éducation sanitaire, c'est ça. Qu'est-ce qu'un aérosol? Là, on sort complètement du Covid, tout ça, c'est le pain courant, c'est quotidien. On a des asthmatiques et le chiffre est en augmentation. L'asthme, c'est quoi? Je vous ai parlé d'un appareil bronchique, un appareil respiratoire. Alors là, l'asthme, c'est un resserrement, c'est une fermeture. Et qui dit fermeture dit absence, obstacle au niveau du passage de l'oxygène. Grâce à des corticoïdes, mais là, on appelle ça les corticoïdes inhalés, et ensuite... Comme la ventoline? La ventoline, c'est ce qu'on appelle, ventoline, c'est un nom de marque. Le salbutamol, c'est un vasodilatateur. C'est un vasodilatateur. Alors, dans cet appareil qui est très fréquent, qui est partout, on fait une séance de brumisation, de vaporisation de vasodilatateurs. Ceux qui étaient fermés, on dit on va lever l'obstruction. À partir du moment où vous levez, mais c'est important. Et ça, vous voyez que la respiration, c'est une donnée physiologique très importante et que la première des choses, par exemple, je reviens au Covid et je descends au niveau de l'asthme, de la BPCO, tout ça, c'est qu'une fonction fondamentale, on peut mourir. Un état de mal asthmatique, c'est comme un état de mal épileptique. On meurt, on perd la vie. Ça, c'est important. Et il y a mieux, il y a les caissons à oxygène. Moi, pour résumer, il y a des caissons où on rentre pour bronzer. Vous avez vu, là, comme pour bronzer. Là, il y a des caissons où entrer parce qu'il y a un oxygène. Je vous ai parlé de la qualité, de la quantité, de la pression, parce que parfois, l'oxygène normal qu'on a vu dans les bouteilles n'arrive pas à pénétrer. Donc, il faut une pression de pénétration de cet oxygène. Et justement, docteur, là, on a vu malheureusement que cette semaine, aujourd'hui, on parle de deuxième vague, de Covid-19, on parle de hausse de cas, enfin, je ne sais pas comment on peut qualifier la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais en tout cas, la situation aujourd'hui est alarmante. Donc, on a vu dans quelques wilayas, par exemple, même dans plusieurs pays dans le monde, qu'il y a eu, encore une fois, du mal un peu à prendre en charge les malades, parce que justement aujourd'hui les hôpitaux aujourd'hui les hôpitaux sont saturés. Le personnel médical aussi, il est fatigué parce que ça fait quand même depuis le mois de mars qu'il travaille d'arrache-pied. Alors, est-ce que, par exemple, si je reviens à l'aérosol, est-ce que ça pourrait être, par exemple, un moyen avec lequel on pourrait aider quelqu'un qui a un petit peu du mal à respirer en attendant de l'emmener à l'hôpital? C'est pour ça, très bonne question, non, sincèrement. C'est pour ça que tout à l'heure, je jongle avec Covid-19, avec asthme, avec BPCO, tout ça. Chaque situation pathologique a sa propre prise en charge. Effectivement. C'est pas, quand on dit donner de l'oxygène à un Covid-19, ça c'est très grave, c'est sa vie, il ne reçoit plus d'oxygène. Et ensuite, il faut tenir compte d'un autre élément, la coagulation sanguine. Vous voyez, c'est des choses... donc, ce qui est important, je vous le dis tout de suite, moi, je n'aime pas ce vocabulaire qui est
par des responsables, première vague, deuxième vague, troisième vague. Le coronavirus, le Covid-19, il faut, le monde entier, les spécialistes du monde entier disent que c'est quelque chose qui va faire partie de notre vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est comme si vous vous engagez dans une ruelle et il y a des tueurs. Il y a des tueurs. Il n'y a pas de dire, dans 50 mètres, il n'y aura pas de tueurs ou là. Vous devez être sur votre garde. La première des choses, malheureusement, on n'a pas suivi les recommandations pour différentes raisons de l'OMS, c'est tester, tracer et ensuite soigner. Tester, tracer, soigner, ça c'était important. On ne l'a pas fait pour différentes raisons. Ce n'est pas le moment d'en parler. Ce qu'il faut, c'est maintenant tenir compte de la circulation du virus, qui ne peut être transporté que par l'être humain. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas le rat, il n'y a pas... Entre parenthèses, on vient de découvrir qu'il y a des animaux qui sont élevés au Danemark. Ce n'est pas le pangolin uniquement en Chine. Donc vous voyez, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce virus est diabolique. Diabolique, la seule façon de nous protéger, c'est de ne pas être le transporteur de ce virus. Transporteur de ce virus, c'est le masque. Ça, c'est très important. Et justement, docteur, vous n'avez jamais porté votre masque à l'antenne, vous le portez tout le temps hors antenne. Aujourd'hui, vous avez insisté à le garder, ça prouve quand même que la situation est alarmante. Est alarmante, ça c'est important. Wahda. Deuxièmement, c'est uniquement les mesures de prévention. Mais moi, je l'ai proposé. Vous avez dit que tout est submergé et ça va être submergé, c'est un tsunami, ça va être submergé parce que c'est en fonction de vos capacités hospitalières, de lits de réanimation, c'est pas l'hôpital, c'est les lits de réanimation avec l'appareillage qu'il faut, le personnel soignant qu'il faut, et là quand ça va être submergé, vous savez qu'en Italie on est arrivé à un stade où, et c'est une pratique dans le monde médical. Quand vous avez deux malades, deux patients, il y a un moment où en fonction, vous choisissez quand c'est submergé, est-ce que je soigne le plus âgé ou le plus jeune? C'est la médecine de guerre. C'est la médecine de guerre et là, il ne faut pas arriver à ce stade-là. Voilà. Mais il faut insister et renforcer et accélérer au maximum l'éducation sanitaire de la population. On a une éducation sanitaire cool. Ces histoires d'affaires, ces histoires de temps en temps un spot, ça ce n'est pas productif. La preuve, ça augmente. Vu la situation, il faut être très offensif. Effectivement. Je ne vous cache pas que moi, je suis pour le confinement total. Pendant un certain temps, le fait d'arrêter la circulation du virus et de ne pas remplir la tête des gens du vaccin, des trucs comme ça, il ne faut pas en parler. Il n'y a pas de doigt, il n'y a pas de médicaments. Moi, j'ai lu que, je le répète à chaque fois, réseau social, في الحومة كاينة حاجة تداوي الكوفيد-19 mais il faut combattre ça, il faut combattre par des arguments, par une campagne vraiment sérieuse, ça c'est important. C'est important, oui. Allez-y, vous voulez dire quelque chose? Non, j'attends que vous me le dites pour D'accord. que je puisse Alors, répondre. parce que là, on arrive quand même à la fin de l'entretien, mais très rapidement, docteur. Effectivement, donc, le seul vaccin que nous avons pour l'instant, ce sont les gestes barrières, mais aussi, si on peut éviter aussi les autres maladies, la grippe, le rhume, etc., autant le faire. Donc, vous recommandez encore une fois le vaccin antigrippal. Parce que c'est des virus respiratoires. Vous voyez, dès le début, on tourne autour de la respiration. Comment? C'est des virus respiratoires qui colonisent. Surtout, et là, il faut faire une éducation sanitaire renforcée. Moi, je trouve des gens, moi je suis asthmatique, je ne peux pas faire de vaccin. Au contraire, les BPCO, les malades chroniques, toutes les maladies chroniques, thyroïdes et autres choses. Ensuite, la femme enceinte. Parce que je m'adresse aux femmes enceintes, si vous ne vaccinez pas, le virus va détruire le fœtus. Voilà. Vous allez perdre ou bien avoir un fœtus que j'ai vu complètement terrible. Voilà. Il faut se vacciner. Une chose, le vaccin, je l'ai acheté pour moi-même. Je me suis vacciné il y a 3 jours. Oui. Je l'ai payé à 1300 dinars. Et il faut en urgence
remettre ce qu'on a appelé... Alors c'est un vaccin qui est remboursable hein, pour les personnes âgées. Il paraît que non. Il paraît que non. Et le prix est terrible. Et je crois qu'il faut vacciner le maximum de... Voilà, parce que très les bien. virus sont dangereux. Ils peuvent se marier entre eux. Rien n'est prouvé, hein, mais ils se marient entre eux, alors leur virulence va être plus forte. Alors, Voilà, j'ai Amel- été rapide. Voilà, alors Amal Almi vient de me dire que nous avons reçu hier une représentante du ministère de la Santé et elle a insisté que le vaccin est remboursable donc pour les personnes âgées. Alhamdulillah. Voilà. J'apprends. En venant à Canal Algérie, Eh ben, nous j'apprends. aussi, nous apprenons beaucoup avec vous. Merci beaucoup, docteur. On vous Je vous retrouvera en la prie. semaine prochaine, Inch'Allah. Probablement, vous allez parler du cancer de la prostate. Vous y tenez tellement. Oui, non, Inch'Allah. parce que c'est important. C'est là. important, effectivement. Merci beaucoup, docteur. Alors c'est une balade que nous vous proposons. C'est un sujet qui a été fait par Faria El-Hamdi. Ça a été réalisé avant le confinement. Donc, espérant que cette vague passera très vite pour qu'on puisse donc retrouver Si on une est vie discipliné. normale. Oh, si on est discipliné, oui. Voilà, il faut Et qu'on insister sur respecte ça. l'apport du Et monde. donc, Faria El-Hamdi est parti pour un week-end. Donc, c'était du côté de Barrage de Ghrib, dans la commune de Oulad Cherfa, au niveau de la wilaya de Ain el-Defla. Et elle nous avait transmis donc cette ambiance. Je vous laisse regarder. هذه اللي برج غريب زدت وعشت وكبرت هنايا في المنطقة هذه ولعبنا وترعرعنا كما يقولوا في هذا البراج. من صغرنا كنا نجو هنا نعوم ونلعب كامل، ثم عندنا حب لهذه المنطقة وعندنا رغبة باش نشوفوا هذه المنطقة من أحسن المناطق في الجزائر. لماروكا حتى من تونس يعني بناو اللي كانوا يبنوا هنا فيه وقعدوا فيه 13 سنه كما قلنا. 13 سنه كي تبدا تشوف واش فيه هذا البراج 13 سنه ماهيش حاجه، لا فيريتي ماهيش حاجه، باسكو كاين دي غاليري سوتيرا فيهم 9 كيلومتر، غير لي غاليري سوتيرا 9 كيلومتر سما اعجاز. تبداي تشوفي حاجه كبيره، فيه دي باسان ثاني كي ديفيرسي البراج يدير دي كاسكاد بزاف شابين في الشتاء. بون لا كاباسيتي تاع البراج نحكوا عليها قبل، لا كاباسيتي تاع البراج كي بناو هذاك الوقت كانت توصل حتى 300 مليون متر كيب، 300 مليون متر كيب. ومن بعد مع الوقت بدات تنقص لا كاباسيتي، كل 10 يحسبوها يصيبوا بلي لافاز راهي تطلع. دوكا اكثر من لا مواتي راهي لافاز 125 مليون متر كيب راهو فيه، تسمى نقص لا كاباسيتي بزاف. الجد تاعي كان يخدم هنايا بكري، كان كاين كارير تاع الحجر اللي يروحوا يطايوا الحجره اللي بناو بها لا ديك تاع البراج، بناو بها لا ديك بالحجره وداروا الحديد وداروا منا. بون
قديما. والله فريمون الواحد كيبدا يحكي هكا ويبدا يتفكر يقول لك غير عشنا في هذاك الوقت وشفنا كيفاش كانوا يديروا واش كانوا يديروا حاجه فريمون. كاين بزاف لي باج نسويبيهم فيسبوك انستغرام وكامل، من ذاك نشوفوا عباد يحطوا تصاور دي فيديو هكذا يعجبونا ونشوفوهم يكتبوا لوندروا وين يكتبوا باراج غريب. حنا درنا في جوجل ماب باراج غريب وجينا لقينا بلاصه حطينا لي طونت وساكوشاج الحطب نشعلوا النار باش حنا جينيرالمون عندنا شاك ويكاند نحوسوا على كاش بلاصه هكا شابه اندروا كالم ما فيهش بزاف العباد ونخيروا بلاصه شابه نجو نريحوا لهنايا على جال كالم باسكو حنا نسكنوا براسك في العاصمه ولا شارج تاع الخدمه وكاع نجو ويكاند نجو نديفوليو هنايا ومنا وهذه بلاصه بزاف كالم عجبتنا ما كاش كيما ما فيهاش البرد ولا هكايا مليحه وجايبين التاويل تاعنا شاريينو ديجا من قبل وباش نديبلاسيو منا ومنايا عندنا لي ساكاكوشاج عندنا لي بادل عندنا لي كاياك وكل خطره وين نروحو حبوا تاني نكتشفوا بلادنا. وانا نومبر جديد في الجروب وهذه هي الخرجه الاولى تاعي وجيت البلاصه هذه بلاصه بزاف شابه عجبتني بزاف وما مسيكوريزي بتنا الاز تنجم تجي اون فامي ولا يا با بروبليم بلاصه مليحه. كامل تسمى لازم نخرجوا هكا نديفيلو مع باش كيفاش نحو على قلبنا فهمتي تسمى كل خطره وين فهمتي ما نديروا بزاف لي سبور نديروا لي كاياك نديروا السيرف فاهم نديروا ثان سكي سنوبورد تسمى نديروا اي حاجه المفيد شغل باش Et voilà, donc c'était une belle ambiance, hein, donc c'était juste avant le confinement, espérant que cette conjoncture passera très vite pour qu'on puisse donc retrouver un petit peu cette ambiance. Alors on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et à présent, nous avons parmi nous Monsieur Mourad Koudil, bonjour, bienvenue à vous. Alors vous êtes directeur d'agence de voyage, Timbo Voyage. Oui. Alors, Monsieur Koudil, il faut dire que avec donc cette conjoncture donc sanitaire liée au coronavirus Covid-19, les secteurs les plus touchés, donc c'est le secteur économique, le tourisme, n'est-ce pas? C'est le tourisme. C'est le service, en fait. C'est le service en général. Et le plus touché spécialement, c'est le secteur du tourisme. En fait, c'est vrai que j'ai l'habitude d'être invité pour décrire la beauté de l'Algérie, pour décrire le... Et là, aujourd'hui, on est en plein dedans, on est en pleine crise sanitaire. Et vous venez parler d'autre chose, finalement. Et je suis là pour parler autre chose que de tourisme, voilà.
Alors dites-moi, justement, donc là on parle quand même d'impact très important, un impact terrible donc sur le secteur du tourisme. On l'a vu, c'est dans le monde entier, donc c'est pas propre à l'Algérie. Donc la pandémie a touché le monde entier. Il faut dire aussi que donc comment vous vous arrangez déjà, parce qu'il faut dire que c'est une agence, donc vous avez des charges, vous avez aussi des employés que vous avez déclarés au niveau de la sécurité sociale. Donc comment se fait toute la gestion donc de cette logistique et de cette situation dans laquelle vous êtes? Comme disait Samir Egli dans son intervention de la chaîne 3, ça fait 2 jours, il y a le feu dans la baraque. Il y a vraiment. C'est bien résumé ça. Voilà. Il y a vraiment le feu dans la baraque. Et au fait, on voit, il n'y a pas eu lueur d'espoir pour qu'on puisse travailler ou commencer ou faire quoi que ce soit. En fait, on a reçu, on va dire, des instructions pour ouvrir. Mais ouvrir pour faire quoi? Il n'y a ni transport, ni terrestre, ni aérien. Et sachant que les interwilayas, transport interne, interwilaya, officiellement c'est interdit. Les avions ne décollent plus. Que faire? Et pourtant, vous continuez quand même à payer vos charges, vous continuez à prendre en charge aussi les employés, histoire de les valoriser encore plus, ne pas les laisser tomber aussi dans cette situation. En fait, c'est des êtres vivants. Il ne faut pas considérer, c'est-à-dire il ne faut pas que ça répercute, le Covid répercute directement sur la vie déjà personnelle de la personne, de l'employé. Parce que si on ne le valorise pas, il va sombrer. Oui. Alors, M. Koudi, il faut dire que l'impact du Covid, c'est un impact déjà économique, donc par rapport à toutes les rentrées financières, etc., mais c'est aussi un impact psychologique, particulièrement pour les citoyens qui ont donc l'habitude de voyager, qui aiment se déplacer. Alors, quel est un petit peu le retour, justement, de vos clients? Je ne vous dis pas le poids qu'on a et les appels qu'on a de la grande famille Timbo, parce que c'est une famille, c'est pas des... On ne peut pas les appeler comme clients, c'est une grande famille. C'est une pression atroce. Faites-nous sortir, faites-nous découvrir comme on a l'habitude de le faire. Mais comme Timbo a fait que, c'est-à-dire elle n'aime pas être hors la loi. Bien sûr. Déjà pour assurer la sécurité des citoyens, parce que c'est le seul moyen que nous avons finalement. En fait, on est une agence, on n'est pas des bricoleurs. On est régi à une réglementation. On est régi par un agrément. Puis il y a une conscience aussi qui va avec. Énormément de conscience. Et c'est tout ça qui fait que on a le frein un peu monté et on n'arrive pas à satisfaire leurs demandes. Voilà. Alors, vous n'arrivez pas à satisfaire leurs demandes parce que tout simplement, ils étaient très contents de vos services. On voit défiler quelques photos des activités donc, que vous proposiez, des services que vous proposiez. Donc, c'était juste avant le déclenchement donc, de cette situation. Donc, je ne sais pas si vous pourriez commenter les images qui sont en train de passer. Le seul commentaire, ça nous manque, ça nous manque, ça nous manque. Oui. Alors, il faut dire, M. Koudil, dans votre agence, vous vous spécialisez beaucoup plus dans le tourisme local. Local. On fait à 99%, pour ne pas dire 100% du local. Très bien. Et c'était un combat depuis une dizaine d'années de lancer le tourisme national, valoriser le tourisme national, et voilà. Très bien. Et donc, il y a un engouement quand même de la part des citoyens qui s'intéressent. C'est vrai qu'avant, c'était très difficile. Parce qu'il y avait la peur, de l'insécurité, et maintenant c'est devenu une mode. Alors justement, nous avons vu quelques photos qui ont défilé de vos tournées au niveau de Béjaïa, d'autres au niveau de Boussaada. Là, ce qu'on va voir, c'est Tamanrasset. Donc Tamanrasset, c'est une destination très prisée, hein, il faut le dire, déjà de la part des étrangers, mais aussi des Algériens. Surtout Les étrangers en ce moment, non. Avant le confinement. Même avant le confinement, parce qu'au fait, il y a la problématique d'escorte à Tamanrasset. D'accord.
Il y a la problématique d'export, qui veut dire qu'on a plus ou moins tourné toute notre force avec les étrangers sur la région de Janet. Très bien. Et que plus ou moins on a plus de facilité de faire des circuits sur Janet que sur Tamanrasset avec les étrangers. Voilà, alors Tamanrasset, il faut dire, avec l'Askrem, le plus beau coucher de soleil au monde, le plus beau lever de soleil au monde. Effectivement. N'est-ce pas? Donc c'est une destination qui est très prisée, hein, il faut le dire. Très prisée. Et ça date des années 70, au fait. Bah, surtout en période de fin d'année. Voilà. J'aime pas trop cette période-là parce qu'il y a un engouement un peu spécial. Voilà. Et il y a tout le monde qui fait de n'importe quoi, au fait, en cette période-là. Mais quand même, elle fait partie de la saison du Grand Sud. D'accord. Alors sinon, pour les différents services que vous proposez donc au niveau de votre agence, donc on a dit vous faites 99%, donc pour ne pas dire 100% du tourisme national. Donc il y a des régions particulières que vous proposez, vous allez quand même sur les 4 coins du pays. 4 coins du pays. Alors on a des formules week-end qui le périmètre de... Elles sont magnifiques les photos, hein. On est en train de voir des photos qui sont... Voilà, ça c'est Territ. Ça, c'est Territ, c'est des étrangers de World Trade Center. D'accord. C'est des Américains. On leur a fait, c'est un nouveau couple, on leur a fait un mariage typique. Ah, d'accord. On aura refait leur mariage dans le désert, en fait. Ah, bah, quelle chance. C'est ces photos-là. Hein. Voilà. Très, très belle photo. Donc, vous disiez, vous avez plusieurs formules donc, au niveau de l'agence que vous proposez aux clients. Effectivement, on a des formules week-end. C'est-à-dire les formules week-end, le périmètre d'action, ça ne dépasse pas les 250 km aux alentours d'Alger, en fait. Et pour qu'on puisse profiter au maximum du vendredi et le samedi, voilà, on a Tigjda, on a Boussaada. Bientôt, on prépare Tissemsilt comme destination. Et Betna Roufi aussi, qu'on salue de passage, c'est Azouz Bouchlaram, notre maison d'hôte avec qui on travaille. Et voilà. Alors on me dit que je suis invitée à un thé là. Je risquerais de quitter le plateau pour le thé, hein, pour ce thé là particulièrement. C'est vrai qu'il a une saveur un peu spéciale, le thé très du désert. C'est... Voilà. Ah, ça c'est le poisson du désert que nous sommes en train de voir. Et ça c'est quoi? C'est le melna. C'est le pain qu'on fait cuire. Tegla. Tegla, voilà, c'est le pain qu'on fait cuire dans le sable. C'est fait. Dans le sable avec de la cendre. Voilà. Et donc, qu'en est-il un petit peu de la prise en charge un petit peu des clients? Donc c'est vrai que lorsqu'on pense au sud, on ne pense pas trop aux infrastructures non plus. C'est pas les infrastructures qui va... En fait, le sud c'est autre chose. Le sud, si on part pour le sud, c'est partir pour l'aventure. C'est ça. C'est le grand désert, c'est le néant, c'est les espaces. Alors si on fait on dit le sud, c'est pas automatiquement, on part pas au sud pour un hôtel. On part pour découvrir. Si on part dans un hôtel, on ne va pas découvrir grand-chose. Je préfère rester chez soi. Voilà. Parce qu'on paye plus cher encore et sans qu'il y ait le bénéfice du désert en fait. Très bien. Le bénéfice n'y est pas. Voilà. Alors, donc là, nous sommes en pleine période de confinement, on l'a dit, donc vous êtes à l'arrêt pour l'instant, mais à l'arrêt juste pour l'instant, mais Inch'Allah, la conjoncture, elle va passer. Donc, quels sont vos projets à l'avenir? Qu'est-ce que vous comptez quand même faire et au moins pour rattraper tout ce temps perdu? C'est une question très dure. Parce que... On ne voit pas vraiment le bout du tunnel, quoi. Absolument. On n'a aucune vision, mais carrément, les heures à venir. On ne peut pas. Il n'y a que des projets, certes. Il y a des prévisions, certes. Il y a des plannings. On l'a toujours fait. Mais on ne voit pas le bout du tunnel. En fait, on est interdit même de circuler entre les wilayas. Les transports, les bus, officiellement, je dis bien officiellement. Voilà.
Très bien, donc même pas aux alentours d'Alger pour l'instant. Donc de toute façon, c'est pour assurer encore une fois donc la sécurité et la santé donc des clients. Donc les clients qui votent Arabust en ce moment, qui veulent à tout prix sortir. Voilà. Je les embrasse tous parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous voient maintenant. Voilà. Et voilà, et qui se remémorent un petit peu aussi ces moments. Et là, ce sont des photos qu'on vous propose aussi de voir. Ce sont des photos des moments que vous avez passés à Tikjda cette fois-ci. Effectivement. Là, on aime bien les animaux, surtout l'âne. L'âne, c'est notre ami de Tikjda et l'âne, c'est notre ami du désert aussi, parce qu'on a des circuits dans le désert, Janet, sur le plateau. C'est-à-dire le portage se fait en portage d'âne. Oui. Voilà. C'est-à-dire on aime bien avoir des animaux avec nous tout le long du séjour. C'est un peu une sensibilisation à l'écologie, à l'environnement. Effectivement. Comme vous avez vu sur la photo de Tikjda avec l'âne, nous on fait monter la nourriture, le pique-nique, notre pique-nique sur les hauteurs. Et au retour, on ramasse tous les déchets qu'il y a sur place. Très bien. Alors Tikjda, ce qui est intéressant, c'est que c'est une région qu'on peut visiter tout au long de l'année. Donc pas seulement. Bon, c'est vrai qu'elle est très connue en hiver, elle est bien réputée en hiver, mais au printemps aussi, elle est intéressante. Au printemps. Donc tout au long de l'année. Tout au long de l'année. En fait, tout dépend de la période. L'été, en toute franchise, nous, on se rafraîchit en montagne. Je ne me rafraîchis pas en bord de mer. En bord de mer. Il y a beaucoup de monde en bord de mer. Effectivement. Voilà. Alors, nous pratiquons. On se rafraîchit autrement. On n'aime pas beaucoup le monde. On aime oui, j'aimerais être là. Il y a le réalisateur qui me dit « Tu aimerais être là en ce moment ?» Oui, j'aimerais être là en ce moment, effectivement. Non, c'est vrai que c'est un paysage qui... Rien qu'à voir la photo, déjà, c'est très reposant, c'est très apaisant. C'est très reposant et c'est une thérapie. Je disais aux médecins qui voyageaient avec nous, qu'il faut prescrire. Ça doit être remboursé par la sécurité sociale. Ça, c'est très intéressant. Ça, si vous pouviez insister là-dessus, ça pourrait faire plaisir à beaucoup de personnes. C'est incroyable le résultat qu'on a. Oui. Le résultat qu'on a, les gens, comment ils reviennent. Voilà, le contact, on voit un contact direct avec la nature. Voilà, dites-moi, pour ces circuits que vous proposez, pour le planning, le programme que vous faites, c'est vous-même qui proposez ou c'est à la demande donc, des clients? Ça se passe comment? Alors, c'est nous-mêmes qui faisons des départs, en fait. On organise d'après le planning, d'après chaque région et chaque période de l'année, on programme des départs. Et que les gens s'inscrivent à ce départ-là. En fait, il y a des gens aussi qui s'organisent, ils font des groupes, et ils demandent, voilà, on est tant de personnes, une dizaine de personnes, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous faire en telle période, et on essaie de leur faire un programme adéquat à leurs attentes. Très bien, d'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Peut-être un dernier mot avant de se quitter? Avant de se quitter, j'ai envie de parler par rapport un peu à l'informel. Oui, allez-y. Qui prend un peu de l'ampleur. Et que vu que toutes les frontières sont fermées de l'Algérie, là c'est un engouement de pas mal de gens, et ce qu'on appelle des freelanceurs. Ça peut être des associations, comme ça peut être des voyageurs qui ont fait des voyages et maintenant ils deviennent... guides? Même pas. Même pas. Ils se disent guides, on va dire. Oui, mais organisateurs de séjour. On peut pas se dire organisateur de séjour d'un moment à l'autre. Il y a des règles, il y a des agréments. Il y a des agréments. Il y a pas mal de jeux. Et eux, c'est vrai qu'on va dire que la non-maîtrise du terrain se répercute contre le prix. Parce que là, ils proposent à des prix mais incroyables. On n'imagine même pas qu'est-ce qu'il y a dans ce prix-là. Je dirais, il faut faire très attention. Il y a énormément d'arnaques sur les réseaux sociaux. Oui. Voilà. C'est vrai, les réseaux sociaux aussi, n'importe qui peut écrire. Hein, donc,
tout le monde et n'importe qui peut écrire, donc il faut faire attention Très par rapport attention. à ça. Voilà. Merci beaucoup, Avec merci d'avoir plaisir. été parmi nous ce C'est matin, très Monsieur gentil Mourad à vous. Koudil. Marhaba bik. Allah Alors je yassamek. rappelle, vous êtes le directeur de l'agence de voyage Timbo Voyage, donc espérons que cette conjoncture passera très vite, que cette vague passera très vite et On que reste nous positif. reprendrons, Inch'Allah, Inch'Allah. on reste positif. Voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, alors pause musicale avant de retrouver notre prochain invité en compagnie de Inès qui nous interprète Jazairiya. Entre deux rires, changer de vie, mon cœur dérive vers ce qui suit. Dans ces ruelles, tout me rappelle loin de toi. Il faut choisir ce qui déchire, il faut partir et reconstruire. Entre les larmes, garder la flamme pour toi. Jazairiya, في قلبي دايما، في قلبي دايما مازيغية، survivre et vivre dans la folie, quand tout chavire, perdre l'esprit, rester ou s'en aller, juste pour t'aimer, sans retenir le crier. Jazairiya, في قلبي دايما، في قلبي دايما مازيغية. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'EMA. C'est l'EMA à faire. Et voilà, donc on rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Voilà, alors à présent, Monsieur Karim Kadid vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Allah yaslamik. Alors je rappelle, vous êtes styliste, vous n'êtes plus à présenter à présent. Voilà, marhaba bik. Il en faut tout toujours cas. présenter Il parce faut qu'il y a des toujours gens qui ne connaissent présenter. pas aussi. Je ne suis pas aussi. Peut-être pour la nouvelle génération, oui, tout à fait, effectivement. tout à fait. Voilà, donc on le rappelle à chaque fois. Donc vous êtes styliste. Voilà. Oui, je suis. Alors, Karim Kadid, il faut dire que vous spécialisez beaucoup plus, on va dire, dans le costume traditionnel algérien. Alors, le costume traditionnel algérien, il a toujours eu quand même sa place. C'est peut-être l'objet traditionnel qui n'a jamais été menacé de disparition, n'est-ce pas? Du tout. Du tout. Oui, c'est-à-dire moi, je me dis toujours, et je le redis, je suis quelqu'un qui conserve le patrimoine. Oui. Je travaille beaucoup sur le patrimoine algérien. Et pour le costume, c'est vrai qu'on travaille sur tout ce qui est traditionnel de chez nous, mais on a apporté quand même quelque chose de nouveau pour le costume sans qu'il perde Voilà, son le moderniser. identité. Voilà, tout à fait, c'est important tout ça. Voilà, de le moderniser. Oui. Alors, il faut dire, Karim Kadid, que vous avez on va dire, un parcours qui est très riche
qui est très varié, mais très honorifique, on va dire. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai travaillé très dur pour arriver à Vous avez travaillé très dur. Très très dur, oui, sincèrement. Mais alhamdoulilah, la première des choses, c'est-à-dire, je suis très conscient de présenter réellement l'Algérie. L'Algérie, elle est... Je sais pas, c'est-à-dire chaque fois que je rentre dans un plateau à l'étranger ou là, dans un événement qui est important mondial, tel que Cannes ou ailleurs, c'est-à-dire, je viens de l'Algérie. C'est mon pays que je dois toujours honorer et j'ai pas droit à l'erreur en fait. C'est pour ça que, voilà, Et justement, en parlant de Cannes, vous avez fait la montée de marche de Cannes. Oui, alhamdoulilah, j'ai fait pour 2 ans de suite. Bon, la dernière, c'était, je me suis occupé des papichas, des films algériens. Je les ai habillés sur la montée des marches. Et puis, avant, j'ai travaillé aussi avec des actrices françaises que j'ai habillées. Et voilà. C'était une expérience extraordinaire. Un jour, à Cannes, c'était un rêve pour moi. Un jour après, je me suis dit, il faut projeter. Et voilà ce que j'ai fait. Au salat, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et vous avez même accompagné la télévision algérienne, vous avez même habillé des animateurs, vous avez accompagné des émissions donc, de la télévision Oui, algérienne. j'ai travaillé beaucoup pour la télévision algérienne. J'ai des émissions telles que Forsan al-Qur'an, les présentateurs des informations. Oui. Je les ai habillés pendant une année. Il y avait même une dépêche, des journalistes qui sont partis pour couvrir la Coupe d'Afrique en Johannesburg. Je ne me trompe pas, je ne veux pas très date. Donc, je les ai habillés. J'ai fait beaucoup de bonnes choses, des plateaux. J'ai toujours voulu que les plateaux soient exceptionnels. Oui. Je ne sais pas, si j'avais la main comment faire changer des choses, je le ferais avec plaisir. Je sais pas. Et vous l'avez fait à plusieurs reprises d'ailleurs. Oui, mais quand on dit la télé, c'est l'image c'est notre image. Oui, même c'est la vitrine. C'est la vitrine. Donc, il faut toujours améliorer. Mais ça va, alhamdoulilah. Pour le moment, tout va bien. On doit peut-être, dans l'avenir, apporter une petite touche artistique et ça ira mieux. Inch'Allah. Alors, Karim, il faut dire que vous avez toujours été très encouragé et boosté et accompagné par votre famille qui elle-même aussi est très proche. Et conservatrice, on va dire, du patrimoine algérien. Oui, c'est-à-dire ma famille, moi je fais partie d'une famille de métier. J'ai mon grand-père maternel, c'était un brodeur de Burnous. Oui. Et ma mère, elle est dans la couture, ma tante, elle est dans la couture aussi. Mais je ne me voyais pas le couturier du quartier. Oui. Moi, j'ai toujours voulu devenir comme Yasmina, que je salue d'ici. Yasmina, j'ai côtoyé beaucoup de... Yasmina qui a beaucoup collaboré avec la télévision aussi. C'est mon exemple, je ne vous cache pas. C'est mon exemple. C'est elle qui a pris réellement le titre réellement d'une créatrice de haute couture, de haute gamme. Parce que c'est un... Tout le monde dit que haute couture, mais je le dis chaque fois dans les émissions. عندها les normes تاعها باش تقول انا ندير la haute couture. عندها les normes تاعها. Il y a des choses qui doivent être vraiment présentes pour avoir ce titre. Ah, quelle modestie. Non, c'est-à-dire c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. Alors Karim, Maya Amrani est venue vous voir. Oui, elle est venue vous voir. C'est toujours un plaisir de recevoir Maya et Linda Tamadrari. Oui. Et j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui sont extraordinaires, que je garde de très bons souvenirs de Canal. Effectivement, il faut dire que Maya Amrani, même Linda Tamadrari, se sentent vraiment de grandes dames aussi de Canal Algérie, les gardiennes du temple aussi, du patrimoine algérien, parce qu'elle travaille beaucoup sur le patrimoine algérien. Justement, Maya Amrani est venue vous voir, elle vous a rencontré et elle a dressé un portrait sur Karim Kadid, sur son travail, sur le patrimoine algérien et surtout le costume algérien que je vous propose de voir. Le Palais de la Culture Mevdi Zakaria offre un espace d'expression culturelle permettant ainsi aux artisans et artisanes de mieux s'exprimer à travers leur création et contribue à la préservation du patrimoine immatériel et à la transmission des savoir-faire ancestraux. Dignement représentée, la blousa oranaise est portée dans tout l'ouest algérien. Le choix du tissu est primordial et déterminant pour la confection de la blousa. Je représente la blousa al-Wahraniya. Je veux vous parler de cette blousa, la bleue. Elle est réalisée en tulle imprimée
en pas en haut. Le tissu il est déjà brodé, mais le perlage il a été fait par ma sœur, qui est aussi une couturière. Elle a préféré de mettre une blouse symétrique avec une encolure ronde, ce qu'on appelle le zdar. Il est réalisé pièce par pièce. Il est fait à la main. Il est réalisé à la main. C'est-à-dire on achète les pièces assorties au tissu, c'est-à-dire la gamme de tissus. Et puis la cliente elle peut choisir aussi le modèle qu'elle veut, symétrique ou asymétrique, rond, V, carré ou même bâtonné. Donc différentes formes d'encolure. La styliste commence l'élaboration d'un croquis, puis le choix des tissus et des couleurs. Cette blouse, elle était réalisée avec du tulle qui était uni, c'est-à-dire ni perlage, ni paillettes, ni astras, ni rien du tout. Il était comme ça, uni. La femme oranaise, elle s'est inspirée de la nature. Elle fait des dessins, puis elle le suit avec ce qu'on appelle le mor, ou bien comme le blé, le goumihat. Elle fait des formes, elle le suit. Donc c'est une blouse ancienne, réalisée par c'est-à-dire la femme elle-même, parce qu'il n'y avait pas de couturière avant. D'accord, chaque femme faisait ça. Elle faisait ça toute seule. Voilà. Hadi, elle est écaillée. Elle s'est inspirée des écailles du poisson. Voilà. Toujours sur le tulle. En plus, elle avait que des plis. Il n'y avait pas des élastiques. Ah, il n'y avait pas d'élastique. Voilà. Que des plis. Même celle-là, c'est la mienne en plus. Quand j'étais petite, elle est écaillée. Voilà. Elle était faite par ma mère. Le kérékou, intimement lié à l'histoire d'Alger la Blanche, occupe le statut de costume cérémonial. Il se compose de 2 pièces, la veste en velours ou en brocart, richement décorée de broderies et passementeries au fil d'or. Le sarwel mdawar ou shilqa, sans oublier mharmet leftoul. La shidda, le plus cher et le plus bel habit que porte la mariée tlemcenienne le jour de ses noces. Depuis 2012, la Shidda est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en tant que costume nuptial de Tlemcen. Quant à la djebba constantinoise, elle est coupée dans des velours épais, brodés au mjboud ou à la fetla, fil d'or, déclarée par l'UNESCO comme étant une tenue traditionnelle algérienne datant de plus de 1000 ans. Parmi les plus belles robes traditionnelles algériennes, il y a une robe élégante et fascinante appelée tagondourt. C'est la robe kabyle portée dans toutes les régions de la Kabylie. Elle est conçue dans des tissus de soie brodés de différentes couleurs telles que le vert, le rouge et le jaune qui symbolisent la nature, le sang, le ciel et le soleil. La melhfa, tenue traditionnelle ancestrale des femmes du sud-ouest algérien et des Aurès, se compose de 2 éléments, une robe longue avec bustier et un voile tenu au niveau des épaules par une khlela. Elle est toujours à la base en tissu noir bordé de rubans colorés. Artisans et artisanes partagent la même passion, le besoin de mettre en valeur leur savoir-faire et partagent surtout amitié et convivialité. Et voilà, c'était donc un reportage de Maya Amrani qui, à travers donc ce reportage, nous avons fait plus ample connaissance avec la tenue ou le costume traditionnel algérien. Alors qu'il faut dire que la diversité du costume algérien, elle est quand même impressionnante. Hein. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si on commence à voir ce qu'on a hérité de... Oui. C'est énorme, c'est extraordinaire. Oui. C'est-à-dire, si on commence à créer chaque année une collection, on a de quoi faire des merveilles. Effectivement. Oui. Puis, surtout, si on doit parler sur la blouse de Tlemcenienne et d'Oran, elle est extraordinaire. Elle a toujours existé dans les beaux mariages et dans les beaux dîners. Elle est impressionnante, en fait. Avec ça, c'est élégant, c'est très féminin. Et je trouve que, franchement,
franchement, c'est un bon héritage de algérien, en fait. Oui, effectivement. Et justement, alors, Karim Kadi, il veut dire que vous êtes très méticuleux dans votre travail, très perfectionniste dans votre travail. Et là, vous êtes sur un projet qui est très intéressant pour la promotion, encore une fois, de la couture. Oui, bon, le projet, il est déjà, on vient de finir le projet, pratiquement. J'allais faire une ouverture officielle un peu. Après, avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là, avec la pandémie, on a mis pause, mais on a ouvert. C'est-à-dire, moi j'ai profité au moment de cette pandémie, moi j'ai pas perdu mon temps. Oui. Le temps est précieux. Effectivement. Alors tout ce que je n'ai pas pu le faire avant, à défaut de temps, j'ai pu le réaliser. En ce temps de confinement, comme quoi. Donc j'ai créé des merveilles. Donc j'ai travaillé, je me suis pas arrêté. J'ai eu le temps de choisir mes dessins, mes formes, les broderies, les fils, tout ce qui est beau. Hein. Donc voilà, donc c'est ce qui est beau. Donc on a pensé, on a fait une extension. Je viens d'ouvrir une nouvelle maison de haute couture avec des normes internationales, avec des salons privés, avec ce qui est nouveau en réalité, c'est que on a notre propre salle de défilé qui a été aménagée pour faire des défilés et des ventes privées, pour notre prestigieuse clientèle. C'est-à-dire en réalité on fait tout pour le confort de nos amis. Ça se ressent en tout cas. Oui. Ça se ressent. C'est-à-dire c'est important tout ça. C'est très important le confort de nos clients. C'est très important. Ah bah, très bien, on vous remercie, on vous souhaite encore beaucoup plus de succès. Merci beaucoup plus de succès. Donc, on a hâte finalement qu'on pourra au moins assister à ces, avec plaisir. À ces défilés, Inch'Allah, donc une fois que cette. Inch'Allah, marhaba bik. Merci beaucoup, Karim Kadi, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore, beaucoup de réussite à vous et bonne continuation. Donc, je rappelle, vous êtes styliste. Voilà. Alors, on continue donc le programme et on va se retrouver pour notre dernière station de cette matinée. Un voyage vers les 18 000 ans avant notre ère pour faire connaissance. Et bien oui, on va aller très loin dans l'histoire. Vous savez que même dans la préhistoire, il y avait une sorte de stylisme, de bijouterie, voilà, qui était une technologie. Qu'on va découvrir avec le petit jeune, effectivement. Massilias dans un petit moment. Mais avant cela, donc, ce sera encore une fois, donc nous allons rester dans ce monde préhistorique et nous allons du côté de la cité Malki, puisque dans cette cité, il y a eu des découvertes archéologiques qui ont été faites. Je vous laisse découvrir donc ces découvertes en compagnie de Yazid Ait Mahiddin. Oui, le jeu en vaut bien la chandelle. Et c'est bien en 1961 que des enfants de l'ex-Allobroge à la cité Malki sont tombés sur un trésor. L'un d'eux est Selim Belhadjouri, celui avec qui le grand livre de cette partie de la terre a été ouvert. C'était le tour en arrière. Revenir à 61, ça veut dire que j'avais à peu près même pas 7 ans, 61, même pas 7 ans. Et c'était pas le fait d'aller essayer de ramener ça ou ça, c'était gosses, on jouait ensemble, on jouait en groupe. Et le hasard que j'ai trouvé par terre, un os qui m'a semblé une dent d'un animal, une grosse dent. C'était un animal pas domestique, pas un animal quotidien, c'était un animal ancien. Et en étant jeune, ma mémoire est allée directement à un lion. Je pensais que c'était une dent d'un lion, d'un grand lion. Pour confirmer mes dires, j'ai pris cette dent, je l'ai ramenée chez moi. J'attendais que mon père revenu du travail, je lui ai montré. Et il m'a demandé d'aller ramener encore d'autres. Et on a fouillé en groupe. On a ramené un petit sachet avec des dents qu'on a creusé de la terre. Et on a ramené un sachet plein de trouvailles, plein d'ossements cassés, des ossements complets. Et peut-être quelques jours après, mon père m'a demandé d'aller avec lui à Musée Bardot. Un site baptisé l'Atérien des Allobroges, le gisement des Phacochères. C'est l'un des lieux préhistoriques les plus anciens de la ville d'Alger. Abdelrahman Khalifa, l'un des spécialistes de l'histoire d'Ecosium, revient sur la découverte de ce site préhistorique.
savez, la découverte disons, du gisement des phacochères de la cité Malki ou des Allobroges s'inscrit dans une histoire très ancienne d'Alger et de l'Algérie bien sûr. Et à cet effet, donc dans les années 60, quand on a découvert ce site-là, il y a eu donc des fouilles qui ont été entreprises et on a découvert un matériel qui a été étudié par la suite par Madame Chahid. On l'appelle gisement des phacochères parce que les ossements de phacochères sont très nombreux, mais il y a aussi d'autres ossements, donc d'équidés, de rhinocéros et autres animaux sauvages, qui montrent que l'homme s'est installé dans cette zone-là, en bordure d'un oued, l'actuel oued Knis, qui descend jusqu'à la mer, et sur un monticule, parce qu'il fallait se préserver aussi. Donc il fallait soit se mettre dans des grottes, soit se mettre sur des hauteurs pour pouvoir échapper aux animaux sauvages. Direction le musée du Bardo d'Alger pour ouvrir grand les yeux sur l'une de ces merveilles. Les ossements des animaux préhistoriques découverts en 1961. Le musée du Bardo possède quelques éléments de faune et quelques industries qui se rapportent à cette époque, qui est le Paléolithique moyen, et aussi cette fameuse brèche où on voit un amalgame c'est-à-dire de faune qui font référence à une époque où cette faune était diversifiée. Alors, concernant la faune, il y a eu des études qui ont été menées par certains paléontologues algériens, notamment Djilali Hadjouis, Chahid Saoudi et aussi Bagtash. Et c'est-à-dire de nouveaux éléments ont été découverts, notamment concernant c'est-à-dire une espèce d'écousse qui a été nommée Equus algericus et Equus melkiensis en référence au site Cité Malki. Aujourd'hui, ce site est livré à l'abandon et à l'oubli. Le quartier de la Cité Malki et la commune de Benaknoun gagneront à valoriser ce site, dont l'âge remonte à plus de 40 000 ans avant notre ère. Et voilà, c'était donc le site archéologique qui a été découvert au niveau de la cité Malki. Et c'est un reportage de Yazid Ait Mahiedine. On reste donc dans la préhistoire et dans cette période qui n'a pas encore livré tous ses secrets en compagnie de Massilias. Bonjour Massilias. Bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va. Très bien. Alors on m'a dit que même quand tu attends ton tour donc pour venir à l'émission, à la salle d'attente, tu fais quand même des lectures. Donc tu restes pas sans rien faire. Bah oui, forcément. Non, alors c'était quoi la lecture d'aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai un peu travaillé sur l'homme de Melbou. Très bien. Donc dont on va parler maintenant. Et aussi, j'ai un petit peu révisé sur les mammifères disparus juste après l'extinction des dinosaures. Très bien. Alors tu as vu le reportage que nous étions en train de voir? Oui. C'est un reportage donc de notre rédacteur en chef, Yazid Ait Mahiedine. Et tu as eu l'occasion donc de voir quelques fossiles au niveau du musée du Bardo quand tu es parti le visiter, n'est-ce pas? Oui. Donc ce qu'ils ont découvert, je l'avais vu. Oui. Donc au début, je ne savais pas que c'était des os de phacochères. Oui. Je ne l'avais pas reconnu. Et maintenant que je le sais, finalement, je me dis que la science derrière toutes ces découvertes, elle doit quand même être énorme.
Parce Très bien. qu'on ne reconnaît pas vraiment que c'est un phacochère, mais comment Voilà. derrière ils ont su et tout. Ce sont de très grandes études et ça m'intéresse. Tu nous beaucoup. parleras peut-être la semaine prochaine de cela? Oui. Si ça t'intéressera, donc tu pourras toujours nous faire une rubrique sur cela. Oui. Voilà, très bien, Massilias. Alors, on va revenir à ton sujet que tu nous as préparé pour aujourd'hui. Donc là, tu vas nous faire connaissance avec l'un des premiers hommes qui ont peuplé l'Algérie et particulièrement la région de Béjaïa. Oui, donc exactement. Il s'appelle l'homme de Fallou Bourlamel. Donc, il a été découvert à Béjaïa, exactement. Il a été découvert en 1983, donc suite à la construction d'une route qui devait relier Djidji à Béjaïa. Donc, on l'a découvert, comme je le dis, en 1983 par le préhistorien Slimane Hachi, donc, qui est actuellement le directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Et on a déduit qu'il vivait il y a 18 000 ans. Très bien. Alors, quelles sont les particularités de cet homme? Donc, on a découvert 50 crânes. Et avec ça, déjà, on a su dire à quoi il ressemblait, ses caractéristiques physiques. Donc, on a découvert 26 crânes d'hommes, 14 crânes de femmes et 10 d'enfants. Et donc, avec tous ces crânes, on a fait la moyenne de leur taille. Et on a su qu'ils étaient quand même assez proches de nous. Non seulement morphologiquement, mais aussi par rapport à la taille. Et là, nous sommes en train de voir le site, d'ailleurs, là où ils ont été découverts. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la taille moyenne d'un homme était de 1,74 m. La taille moyenne d'une femme est de 1,63 m. Donc, on a aussi déduit qu'ils avaient une posture plutôt grande. Ils avaient une grande posture, ils avaient des mains et des pieds très longs. Mais, fins aussi. Oui, fins et longs. Une tête ronde. Finalement, ils étaient très proches de nous. Et justement, on est en train de découvrir là l'un des squelettes qui a été découvert. Donc, ils ont été découverts ils ont vécu plutôt au paléolithique supérieur, il y a 18 000 ans. Et on sait maintenant que ce sont des Homo sapiens, donc de la même espèce que nous en fait. Voilà. Et voilà. Et ils ont été découverts sur les côtes de Béjaïa à Melbou. Donc plus précisément dans la plage de Melbou. Voilà, alors on les a appelés, on l'appelle aussi l'homme d'Afalou parce que c'est là où on a trouvé le plus grand nombre d'ossements liés donc à cette espèce. C'est pour ça que la région lui a donné son nom. Oui, exactement. Aussi, l'homme d'Afalou, on l'appelle aussi l'homme kabyle, donc parce qu'il a été trouvé dans la région de Béjaïa, sur les côtes. Et il y a même des théories qui disent que c'est l'ancêtre des Kabyles. D'accord. Donc on l'a appelé comme ça. L'homme kabyle, oui, exactement. Voilà, très bien. Donc c'est une espèce qui s'apparente beaucoup à notre espèce aussi. Oui. À notre espèce aussi. À part les membres extérieurs qui sont beaucoup plus longs que ceux d'aujourd'hui, donc les bras et les pieds notamment, ils avaient les mêmes caractéristiques physiques que nous. Ils avaient notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, ils avaient un crâne rond, mais il était plutôt large et il laissait plutôt beaucoup de place pour le cerveau et on peut dire que c'était certainement des hommes très intelligents comme les Homo sapiens qui ont vécu il y a quelques milliers d'années, donc juste avant le début de l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, les Homo sapiens. Oui, exactement. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était pour l'homme d'Afalou. Et donc là, tu vas nous présenter aussi un autre sujet. Oui, donc notre deuxième sujet, donc on doit y aller au Cénozoïque. Donc le Cénozoïque, c'est un peu plus loin cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. C'est aussi appelé l'ère tertiaire. Donc le Cénozoïque, ça s'étend d'il y a 66 millions d'années, donc la disparition des dinosaures. C'est juste après la disparition des dinosaures. À aujourd'hui, on est toujours dans le Cénozoïque. Donc plus précisément, nous on est dans l'ère quaternaire. L'ère quaternaire, oui. Donc on va parler des mammifères disparus. Et on commence par ordre chronologique. Juste quelques millions d'années après la disparition des dinosaures,
donc il y avait les mammifères, ils ont pris la relève. Donc sur tous les continents, presque tous. Par exemple en Amérique, pendant à peu près 10 millions d'années, les mammifères étaient toujours minoritaires par rapport aux ancêtres des dinosaures, aux premiers descendants des dinosaures, les oiseaux. Donc on a une photo d'un de ces rapaces, enfin un rapace c'est plutôt des oiseaux de terreur comme on les appelle. Ouais. Donc il s'agit d'un titanis, c'est la photo numéro 7. Et donc il chassait les petits mammifères et il faisait toujours régner la terreur parmi eux. Donc voilà, c'est lui. Donc on a un fossile de titanis et on remarque déjà que son bec déjà énorme et sa taille, donc on ne le voit pas très bien dans l'image, mais il est encore plus grand que les hommes. Il a 2 mètres de haut. Alors il faut dire que les oiseaux de l'époque étaient justement énormes, ils pouvaient aller jusqu'à 4 mètres. Oui, exactement. Donc Titanis, lui, il vivait en Amérique du Nord. Et en Amérique du Sud, c'était un autre oiseau de terreur. Donc malheureusement, on n'a pas de photo. Mais il s'agit du Gastornis, aussi très connu. Il lui ressemble, mais il avait moins de plumes au niveau du crâne. Et il faisait régner la terreur pendant plus de 10 millions d'années en Amérique. Donc pour dire qu'il y avait certaines régions, les mammifères, ils étaient toujours minoritaires. Mais dans les autres régions, ils ont évolué très rapidement. C'était une explosion biologique. Et, pour voir à quel point c'était incroyable, en quelques millions d'années, en l'espace de quelques millions d'années, les premières baleines sont apparues en même temps que les premiers éléphants. Alors que la baleine et les éléphants, hormis bien sûr qu'ils sont tous les deux des mammifères, ils ont presque rien à voir. Et c'est pour dire comment ils ont profité en fait de la disparition des dinosaures. Donc ils ont évolué très rapidement bien sûr et ils ont donné donc c'est comme des alter ego. En fait, même aujourd'hui, on le voit régulièrement. Avant, il y avait 2 sortes d'animaux de la même espèce. En fait, il y avait une version marsupiale d'un animal et une version nordique. Donc, mais comme aujourd'hui, on le voit très rarement, mais quand même, il y a, par exemple, en hémisphère nord, il y a donc les chats. Et en Amérique du Sud, non seulement il y a des chats qu'on connaît, mais il y a aussi des versions marsupiales du chat. Donc marsupiaux, c'est comme les kangourous, donc, qui donnent naissance à des petits qui ne sont pas totalement formés, qui doivent les garder encore dans une poche de leur ventre pour qu'ils grandissent encore plus. Donc un exemple de ces marsupiaux qui ont vécu durant l'ère cénozoïque, donc on voit sur cette photo un smilodon qui a vécu il y a quelques centaines de milliers d'années, en même temps que les premiers Homo sapiens et que l'homme de Néandertal. Et sa version marsupiale, donc en Amérique du Sud, s'appelait Thylacosmilus, donc c'est la photo numéro 1. Donc c'est le Thylacosmilus. Et voilà, donc comme on peut le remarquer, il avait des dents de sabre et il y avait, bon ça c'est un moulage pour montrer à quoi ça ressemblait, mais en fait, donc comme on le voit, sa mâchoire inférieure, elle est plus grande en fait. Et elles suivent en fait les dents de sabre, donc ça c'est un moulage bien sûr, mais les vrais os ils sont faits de cartilage, c'est pour ça qu'on n'en a pas trouvé de traces. Et donc il avait environ 1,5 mètre de long bien sûr, et il faisait régner la terreur en Amérique du Sud, et en fait il n'avait aucun prédateur naturel. Alors il y a une théorie qui dit que peut-être le seul prédateur qu'il avait c'était l'homme, le Cro-Magnon à l'époque, qui le chassait justement pour récupérer ses dents de sabre. Voilà, on dit même que probablement, c'est une probabilité, ça reste des théories, que probablement c'est l'homme qui a été à l'origine de son extinction, tout comme le mammouth d'ailleurs. Oui, donc ça reste des théories. Oui, et il y a aussi une autre théorie très connue, c'est celle que donc il y a environ 250 000 ans. L'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, elles se sont rattachées, donc ce qui a formé l'Amérique latine. Et donc le smilodon qui vivait en Amérique du Nord, il a migré en Amérique du Sud. Il a rencontré le Thylacosmilus, donc ce sont 2 espèces, version marsupiale et version nordique. Sauf que le smilodon, il avait des dents de sabre plus grandes, il était plus intelligent, il était plus grand. Et il y a une autre théorie
un peu moins répandue que celle de la disparition à cause de l'homme, c'est celle que le smilodon, c'est lui qui a mis fin au règne du Thylacosmilus. Parce qu'on a découvert que, donc, à partir des ossements de smilodon découverts en Amérique du Sud, donc, on a découvert que c'est à partir de cette époque qu'il y avait de moins en moins de Thylacosmilus. Donc ça aussi, c'est une autre théorie. Donc là, on voit l'image d'un mammouth laineux, donc comparé à un homme. Bien sûr, ce n'est pas un vrai, parce qu'ils ont disparu quand même il y a très longtemps, à cause de l'homme. Ça aussi, c'est une théorie très répandue. Mais celle-ci, elle est plus plausible, en fait. Et donc, on a toujours pensé, enfin, il y a une idée comme quoi le mammouth, c'est l'ancêtre de l'éléphant, alors que c'est faux. Oui, tous les mammouths ne sont, aucun mammouth n'est l'ancêtre d'un éléphant. Donc, ce sont tous des cousins. Donc, en fait, les vrais ancêtres, c'était des mammifères au début qui étaient très différents des mammouths. Malheureusement, on n'a pas de photo d'aucun d'entre eux. On a juste celle du mammouth laineux. Et aussi, il y a d'autres espèces de mammouths. Il n'y a pas que le mammouth laineux. Il y a par exemple le mastodon, qui est d'ailleurs, on l'a nommé mastodon en référence à l'adjectif quand on dit mastodonte, grand, énorme. Oui, il était encore plus grand que le mammouth laineux. On n'a toujours pas de photo, malheureusement. Le mammouth laineux, il est très intéressant à étudier parce que c'est très rare où ça arrive, mais le mammouth laineux, on l'a trouvé carrément bien conservé. Exactement. Bien conservé, c'était en Sibérie. Une petite, donc, je ne me rappelle pas de son nom. En tout cas, elle a été découverte en Sibérie. En Sibérie, oui. Dans un bloc de glace. Oui, et elle était parfaitement conservée. Et on a pu l'étudier. On a appris énormément de choses que l'on croyait, que l'on ne savait pas. Sur l'anatomie. Exactement, oui. Et aussi, donc l'image qu'on voit ici, c'est celle d'un Doedicurus. Donc le Doedicurus, c'est un peu le tank de l'époque. Donc on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il avait une carapace à plusieurs couches qui lui servait de protection sur son dos, et aussi une queue avec une massue et des pics. Donc on l'a découvert justement en Amérique du Sud. Il fait rappeler un petit peu l'ankylosaure. Oui, il fait rappeler l'ankylosaure, qui est un dinosaure. Il était beaucoup plus petit, mais c'était certainement la proie la plus... Comme entre le T-Rex et le Triceratops, c'était les deux plus grands rivaux. C'est certainement la même chose entre le Doedicurus et le Thylacosmilus. C'était certainement les deux plus grands rivaux. On a découvert énormément de colonnes vertébrales de Thylacosmilus qui ont été lacérées. Et après une étude, on a même su que c'était des Doedicurus avec leur queue en forme de massue. L'image que l'on voit là, c'est celle d'un Elasmotherium. Donc c'est un rhinocéros à une seule corne. Et c'est l'ancêtre des rhinocéros, appelé aussi le rhinocéros laineux, comme le mammouth laineux. Et on voit aussi sur ses vertèbres qu'il avait une sorte de... Donc ses vertèbres dorsales, qu'il avait une sorte de grande voilure qui, comme les chameaux d'aujourd'hui, chez les chameaux d'aujourd'hui, elle servait certainement à stocker de la graisse. Donc je profite un peu de cette image pour dire que le week-end dernier, on a malheureusement assisté à la disparition d'une espèce de rhinocéros, les rhinocéros blancs du Nord. Donc le dernier mâle est mort en compagnie de son vétérinaire, et il ne reste plus que 4 femelles, et malheureusement l'espèce est vouée à disparaître à cause du braconnage. Et donc c'est sur cette note de sensibilisation qu'on va terminer. Merci beaucoup Massilias pour ce beau voyage, comme chaque vendredi. Vendredi prochain, un autre beau voyage, j'imagine. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Donc merci encore une fois de nous avoir suivis. On vous souhaite une très agréable journée à tous, et je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 9h. Au revoir.